de ce choc auquel toute l'Europe se prépare face à Poutine. Après l'Ukraine, la Russie pourrait-elle s'attaquer à l'Europe? On sait qu'hier, le président russe a répété qu'il n'en avait pas l'intention. Il est pourtant écrit noir sur blanc dans la Revue nationale stratégique de 2025, document officiel qui oriente les politiques de défense françaises que d'ici 2030. Autrement dit, d'ici 5 ans, la principale menace pour la France et les Européens est celle posée par le risque d'une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe. Devant l'éventualité d'une confrontation militaire avec la Russie, une étude de l'IFRI compare les forces agrégées des 30 pays européens de l'OTAN aux capacités de Moscou. Sylvia, sur terre, en mer, dans les airs, que pèsent nos armées européennes face à la Russie? Oui, effectivement, c'est la question qui est posée par l'IFRI. On rappelle que c'est un exercice théorique, Marie-Aline, dans la mesure où il n'y a pas d'armée européenne et que c'est une somme d'armées différentes. L'IFRI compare effectivement plusieurs choses, le budget, les forces terrestres, aériennes, navales ou encore l'espace, le nucléaire. Commençons par le budget. Tout d'abord, la Russie affichait un budget de 145 milliards de dollars en 2024. Eh bien, c'est équivalent à celui des alliés européens de l'OTAN en 2024. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des forces terrestres. L'avantage est à la Russie. 950 000 soldats pour la Russie, contre 750 000 pour l'Europe, avec une meilleure préparation au combat pour la Russie et des moyens d'appui qui sont supérieurs, une plus grande puissance de feu. On parle ici d'artillerie, de canons, de drones, de missiles antiaériens. À noter également les difficultés pour déplacer les troupes européennes à travers le continent. Il y a des contraintes d'infrastructure, mais aussi réglementaires. L'IFRI qui note aussi la qualité de l'entraînement qui est supérieure en Europe, mais cela ne compense pas les désavantages. Sylvia, qu'en est-il des forces aériennes? Eh bien là, l'Europe est en nette supériorité, aussi bien qualitative que quantitative, avec 1500 avions de combat contre moins d'1 millier pour Moscou. L'écart est plus spectaculaire encore en matière de préparation opérationnelle et de performance technologique. Voilà ce que dit le rapport, et c'est ce qui explique la difficulté dans le ciel ukrainien. Pareil pour les forces navales, l'Europe a un avantage qualitatif indiscutable grâce à 60 de grands bâtiments de surface, soit 3 fois plus que la marine russe. L'espace aussi, c'est également un terrain d'affrontement, mais là, la Russie souffre beaucoup des sanctions internationales. Enfin, regardons ce qui se passe sur le plan nucléaire. La Russie, on le sait, est une superpuissance avec plus de 4380 têtes, 1700 têtes et 2600 réserves. L'Europe, elle, peut compter sur les centaines de têtes de l'arsenal français, britannique, mais aussi et surtout sur le parapluie américain. Et s'il venait à faire défaut, alors là, oui, il y aurait tant de déséquilibre. Merci Sylvia, grâce à vos infographies, on remercie le service infographie et votre travail, on a quand même une idée du rapport de force théorique, vous l'avez dit, parce qu'il n'y a pas de défense européenne et on ne sait pas comment ça se passerait du jour au lendemain sur le terrain et sur le front si toutes ces armées travaillaient ensemble. Général, au vu de cette étude de l'IFRI, est-ce que nos armées européennes font le poids face à l'armée russe? Bonne question. L'armée russe n'a pas fait le poids en 2022. Donc pourquoi le ferait-elle mieux, l'aurait-elle mieux aujourd'hui? Je ne suis pas certain que ce soit une réalité. Qu'elle soit aguerrie maintenant, après un certain nombre d'années de guerre, évidemment. Malgré tout ce que je lis en disant qu'il n'y a que des recrues, des repris de justice, des gens non entraînés, je ne crois pas qu'il faut prendre ça au sérieux. Il y a une armée entraînée du côté russe, oui, beaucoup de pertes, ne l'oublions pas quand même. Donc j'ai quand même quelques mal à supposer que plus tard, ça sera une menace majeure. Ça sera une menace, mais elle sera-t-elle majeure? C'est une question qu'on peut poser. Alors nous, face à cela, alors moi j'ai d'autres chiffres. Le problème, c'est que les chiffres aujourd'hui sur la défense, on a dans tous les coins. Alors j'ai pas lu le document de l'IFRI. Moi j'ai travaillé il y a pas longtemps sur un autre chiffre, il faut que je regarde d'où ça sort, qui donnait quand même pour l'ensemble de l'Europe en 2025, alors pas 2024, 385 milliards d'euros, donc le double de ce que vous avez dit globalement, de budget. Alors maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on met dedans. Oui, voilà, c'est ça. En équivalent de pouvoir d'achat, effectivement, c'était plus ou moins de même ordre. Donc voilà, effectivement, l'IFRI en ressortait que c'était équivalent. Mais effectivement, c'est pas 145 milliards pour l'Europe aussi. Voilà, mais c'était équivalent, les deux budgets étaient équivalents en termes de pouvoir d'achat. D'accord, donc on est actuellement de toute façon en montée en puissance de tous les États européens, d'où l'intérêt quand même de gagner un peu de temps pour être sûr que la tentation de l'agression n'arrive pas dans l'esprit de Poutine. Donc les budgets augmentent.
Les effectifs montent un peu. Je vais prendre l'exemple toujours que j'ai trouvé des Néerlandais qui, d'une armée de 76 000 hommes, pour 2035, veulent passer à 200 000. Les Pays-Bas, quand même. Nous, on n'a pas de montée d'effectifs, à part le service militaire et les réservistes. Mais voilà, donc partout, des efforts sont faits. Alors maintenant, est-ce qu'on serait efficace ? Nous travaillons tous ensemble dans le cadre de l'OTAN depuis des dizaines d'années. Tous les exercices dont on entend parler régulièrement, d'ailleurs sur le plateau, ont pour but de s'entraîner ensemble. Nos états-majors sont multinationaux. Nous parlons tous en anglais. Nous travaillons tous sur la même méthode. Donc effectivement, oui, ce sont des armées disparates en tant que telles, parce qu'elles dépendent de leur nation. Et puis n'oublions pas nous aussi, on l'a fait dans le passé, on connaît des caveats. Les caveats, c'est quoi ? Ça veut dire simplement qu'on autorise nos soldats à faire telle chose et pas autre chose aux ordres de l'état-major. Voilà. Donc mais je pense que ce problème ne se poserait pas. Donc aujourd'hui, on est entraînés ensemble, on est formés ensemble. La question qui pourrait aussi se poser, c'est l'interopérabilité des matériels. Nous avons tous des matériels un peu différents, même s'il y a des calibres de munitions qui sont similaires. Donc il y a des problèmes. Et ce qu'on avait évoqué hier, mais un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs suite à hier, c'est effectivement cette mobilité au sein de l'Europe par l'Allemagne. Notre problématique ne sera pas forcément d'avoir des forces dans chacun de nos pays, mais c'est d'amener toutes ces forces là où on en a besoin, tout ensemble, malgré les sabotages, malgré les frappes, malgré les problèmes d'infrastructure, sachant que quand même l'Union européenne a décidé il y a quelques semaines de faire un Schengen sur la mobilité militaire, pour permettre justement que les réglementations disparaissent un peu et que les autorisations ne soient pas de 10 ou 15 jours avant d'autoriser un déplacement de matériel militaire. Ça serait faisable, ça, ce Schengen militaire? Parce que sur le papier, ça permettrait de régler des problèmes logistiques en acheminement d'armes, de matériel. Mais est-ce que c'est réaliste? Ah oui, c'est réaliste. Oui. En fait, moi j'ai comme l'impression qu'en Europe, on vit un peu avec des normes pour finalité et non pas des normes pour nous faciliter la vie. Dès lors qu'on arrive à l'efficacité, la recherche de l'efficacité, et on l'a vu avec les Ukrainiens, pensons à ce qu'ont fait les Ukrainiens pendant cette guerre. Ils ne se sont pas posé des questions de savoir si telle arme allait correspondre à une norme quelconque en termes de sécurité. Ils ont fabriqué l'arme parce qu'ils en avaient besoin. Quand on est dans l'urgence, il y a un certain nombre de règles qu'on met de côté. Les règles, vous les gardez, c'est pour le temps de paix. Nous passons en temps de guerre ou en temps de crise. Donc il faut aussi avoir peut-être un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas les règles qui doivent nous encadrer quand on a quelque chose à faire. Les règles sont là pour nous rendre service, pas pour nous entraver. Et je pense que c'est aussi une vraie problématique sur l'ensemble des armées aujourd'hui européennes. Il va falloir dégager un certain nombre de normes pour qu'effectivement nous soyons crédibles. Et pour répondre à votre question, dès lors qu'on aura déjà dégagé tout cela, nous serons crédibles, parce que justement on n'aura pas ces entraves réglementaires au sens large, sans oublier les règlements d'emploi des soldats. N'oubliez pas que quand on va faire la guerre, nous on donne des règlements d'emploi. Mais là, dans ce cadre-là, c'est l'OTAN qui nous dit vous avez le droit d'engager le feu dans telles conditions. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est préparé. Alors effectivement, il pourra y avoir des difficultés au départ, mais regardez ce qu'on fait aujourd'hui en Roumanie, ce qu'on fait dans les États baltes. Nos armées travaillent ensemble. Vous avez des bataillons multinationaux dans les États baltes. Nous, on a une unité sous commandement britannique, tout comme on a des unités belges ou autres sous commandement français. Donc, vous voyez, je crois qu'il peut y avoir une difficulté, mais comme nous sommes habitués à travailler ensemble, je pense que nous sommes crédibles en termes de défense militaire. Bertrand Galichet. Oui, nous avons des raisons effectivement d'être confiants sur nos capacités, et quand je dis nos, c'est-à-dire les pays européens, à se défendre vis-à-vis d'une attaque en Russie. Mais effectivement, le problème qui me paraît le plus central, dans le cas d'une attaque, d'une agression par exemple de la Russie contre la Pologne ou contre un pays balte, serait l'acheminement de ces troupes, avec les questions administratives que vous évoquiez, qui pour l'instant ne sont pas encore réglées, et qui peuvent l'être si on le souhaite. Mais ça ne sera pas au moment où une attaque se déclenchera qu'il faudra y songer. C'est tout de suite, pour qu'il y ait de la fluidité sur l'acheminement des troupes, parce que la question administrative, elle est intimement liée à la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'il faut que ces troupes soient opérationnelles extrêmement vite. Alors les capacités, oui, nous les avons. L'acheminement, c'est encore une autre histoire. Et pendant ce temps, les Russes, eux, ils ont un programme de préparation aux frontières, par exemple, des pays baltes, de bases militaires, on le sait, on le voit sur les images satellites et par le renseignement. Et donc, il faut aussi que nous soyons prépositionnés ou capables de se positionner extrêmement vite. Et puis, en sachant que de l'autre côté, chez les Russes, il n'y a ni normes, ni problème d'acheminement, ni question administrative ou de standardisation des armements. Donc ils ont un avantage de ce point de vue-là qu'il faut que nous puissions rattraper assez rapidement. J'ajoute quand même que la question centrale, ça sera naturellement l'implication ou pas des Américains. Oui.
Les services de renseignement et les think tanks disent ça sera, s'il y a une attaque russe d'ici 3-4 ans, ça peut l'être en tout cas. D'ici là, normalement, Trump ne sera plus au pouvoir et donc la situation géopolitique peut vraisemblablement basculer. Sauf si c'est J.D. Vance qui est élu après, après Trump. Attendons un petit peu. Et ça ne changera pas grand-chose. Laissons passer les élections de mi-mandat. Vous avez raison. On s'en reparlera après. Non, tout ça est très intéressant et évidemment très théorique, vous l'avez souligné. Dans le rapport de l'IFRI, donc on parle de 30 pays de l'OTAN, ça veut dire qu'ils ont exclu dans leur décompte les États-Unis et la Turquie. Il y a aussi tout simplement un problème très politique. C'est-à-dire que, vous le savez, le déclenchement de l'article 5 de l'OTAN n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'en cas d'agression, les 30 pays devront ensemble se réunir et envisager une réponse. Donc il y aura un problème de décision politique à un moment donné si malheureusement on se retrouvait dans un tel scénario, tandis que de l'autre côté, la décision politique elle est plus simple, elle est prise par un seul homme. C'est Vladimir Poutine, qui est un autocrate, qui a des visées impérialistes sur l'Ukraine en ce moment. Donc il y a aussi une facilité, j'imagine, de déclenchement des ordres, de contrôle sur une armée très puissante comme l'a décrite Sylvia, alors que nous on est quand même 30 pays et on sait qu'au sein de l'OTAN il peut y avoir des tiraillements. Donc tout ça est très théorique, très intéressant, mais j'espère qu'on n'aura pas à mesurer ça dans les 3 ou 4 années qui viennent comme l'ont suggéré notamment les services secrets allemands ou d'autres. On rappelle que le président avait dit face au danger, face au risque, il ne faut pas paniquer, avoir peur, mais il faut se préparer à cette éventualité. Anastasia, les Européens ont donc raison de se préparer à un choc, même si le président russe nous jure par tous les mots et tous les discours qu'il n'envahira jamais l'Europe. Oui, ces discours précédents ont mal vieilli parce que lui et ses ministres promettaient de ne jamais attaquer l'Ukraine. En fait, il y a des analystes polonais, je pense, qui disent que peut-être c'est le dernier été pacifique en Europe, à l'été 2026, et que peut-être Poutine attaquera juste après. Je pense aussi que Poutine, s'il veut attaquer, il faut qu'il se dépêche parce qu'il a 73 ans et dans 5 ans déjà il n'y aura pas Trump. Oui, peut-être il y aura J.D. Vance, mais c'est incertain. Il faut qu'il se dépêche. Donc pourquoi il pourrait faire ça? Il prépare la population aux hostilités avec l'Europe. Le niveau de la propagande depuis des années, c'est incroyable. L'Europe est désignée comme l'ennemi. Il y a des menaces d'envoyer des armes de toutes sortes jusqu'aux armes nucléaires et ça c'est quotidiennement. Et donc il y a un risque quand même qu'à un moment donné Poutine doit réaliser la promesse et correspondre aux attentes de la population. Mais j'espère bien sûr que ça restera théorique. C'est comme la Corée du Nord, où à la population on explique que tout est la faute aux États-Unis. Aux Russes, on explique que vous vivez mal parce qu'il y a un complot des États-Unis et le milliard d'or. Il y a la théorie du milliard d'or. C'est tous les pays occidentaux qui ont fait un complot contre la Russie et d'autres pays du tiers-monde. Et c'est officiellement Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui parfois évoque ce milliard d'or et le complot. Mais Lavrov, il est très vieux aussi. Donc peut-être d'ici été 2026, ils ne seront pas prêts et ensuite, ça sera trop tard.